Genève, janvier 1904. Le lac Léman s'étendait comme un miroir gris sous le ciel d'hiver, ses eaux froides reflétant les nuages lourds qui s'amoncelaient au-dessus de la ville. Le vent soufflait du nord, apportant avec lui l'odeur de la neige et du bois brûlé des cheminées qui fumaient dans toute la cité. Les rues pavées étaient couvertes d'une fine pellicule de givre, et les passants se hâtaient, emmitouflés dans leurs manteaux de laine, leur respiration formant de petits nuages de vapeur dans l'air glacial. L'hôpital général de Genève se dressait au bout de la rue des Chaudronniers, une imposante structure de pierre grise dont les fenêtres étroites ressemblaient à des yeux méfiants scrutant la ville. Construit au siècle précédent, le bâtiment principal abritait les salles de soins, mais c'étaient les ailes abandonnées, sombres et délabrées qui retenaient l'attention de ceux qui osaient les regarder de trop près. Ces couloirs oubliés, autrefois destinés à l'isolement des malades contagieux, avaient été fermés depuis des années, leurs portes scellées par la rouille et l'indifférence administrative. Dans son bureau situé au 2e étage de l'aile principale, le docteur Antoine Vallier contemplait son reflet dans le petit miroir posé sur son bureau. À 37 ans, il possédait le genre de beauté qui inspirait confiance. Des traits réguliers, des yeux d'un brun profond qui semblaient briller d'intelligence, une barbe soigneusement taillée qui encadrait une mâchoire ferme. Ses cheveux noirs, légèrement grisonnants aux tempes, lui donnaient un air distingué. Il ajusta sa cravate en soie bordeaux, un cadeau d'une ancienne patiente reconnaissante, et esquissa un sourire satisfait. La pièce sentait le tabac de pipe et l'encre. Des diplômes encadrés ornaient les murs, témoignage de son passage à l'université de Zurich et de ses années d'études à Paris. Sur son bureau, à côté de sa trousse médicale en cuir noir, reposaient plusieurs ouvrages scientifiques. Les travaux de Santiago Ramón y Cajal sur les neurones, les recherches de Charles Sherrington sur les réflexes spinaux et les dernières publications de l'Institut Pasteur. C'était l'âge d'or de la neurologie, et Vallier était déterminé à y graver son nom en lettres d'or. Un coup discret à la porte le tira de ses pensées. « Entrez », dit-il d'une voix chaude et posée. La porte s'ouvrit sur Émilie Beaumont, une infirmière de 28 ans, aux cheveux châtains, relevés en un chignon strict. Son uniforme blanc amidonné bruissait légèrement lorsqu'elle s'avança, ses yeux noisettes évitant soigneusement de croiser ceux du médecin. Elle tenait un dossier contre sa poitrine, comme un bouclier. « Docteur Vallier, le patient de la salle 3 réclame votre présence. Sa fièvre a augmenté durant la nuit. »« J'y serai dans un instant, » répondit Vallier en se levant avec une grâce étudiée. Il contourna son bureau et s'approcha d'elle, suffisamment près pour qu'elle puisse sentir son eau de Cologne importée de France. « Mademoiselle Beaumont, vous semblez fatiguée. Les gardes de nuit sont épuisantes, n'est-ce pas ?» Émilie rougit légèrement, surprise par cette sollicitude inhabituelle. Les médecins de l'hôpital remarquaient rarement les infirmières au-delà de leur utilité professionnelle. « C'est mon travail, docteur, je m'en accommode. »« Vous êtes trop modeste, » murmura-t-il en posant brièvement sa main sur son épaule, un geste qui pourrait passer pour paternel, mais dont la chaleur persista un peu trop longtemps. Une femme de votre dévouement mérite mieux qu'un salaire de misère et des heures impossibles. Dites-moi, votre mère est toujours malade. Les médicaments que je vous ai recommandés ont-ils aidé ? Le visage d'Émilie s'adoucit. Peu de gens dans cet hôpital connaissaient sa situation personnelle. Sa mère veuve, alitée depuis des mois, les dettes qui s'accumulaient, le petit appartement sombre de la rue de Carouge où elles vivaient toutes les deux. Vous vous en souvenez? C'est très gentil à vous. Oui, elle va un peu mieux, mais les factures... Je comprends, l'interrompit-il doucement, son regard pénétrant le sien. La vie est si dure pour les femmes seules dans cette ville. Si seulement il y avait un moyen de vous aider davantage. Il laissa la phrase en suspens, un hameçon délicatement lancé dans l'eau. Émilie baissa les yeux, incertaine de la direction que prenait cette conversation. Vous êtes déjà très généreux, docteur. Je ne pourrais pas accepter. Nous en reparlerons, dit-il avec un sourire rassurant avant de s'écarter. Pour l'instant, occupons-nous de notre patient.
Et ils traversèrent ensemble les couloirs carrelés de l'hôpital, leurs pas résonnant sur le sol immaculé. L'odeur de désinfectant et d'éther masquait à peine celle, plus ténébreuse, de la maladie et de la peur. Dans la salle commune, une douzaine de lits s'alignaient, occupés par des hommes au visage cireux. La tuberculose, la pneumonie, les fièvres typhoïdes, autant de fléaux qui ravageaient encore la population malgré les progrès de la médecine moderne. Vallier se pencha sur le patient, un ouvrier de 40 ans dont la respiration était laborieuse. Il ausculta sa poitrine avec son stéthoscope, palpa ses ganglions enflés, examina le blanc jaunâtre de ses yeux. Ses gestes étaient précis, professionnels, ceux d'un homme qui avait consacré des années à maîtriser son art. « Augmentez la dose de quinine », ordonna-t-il à Émilie, « et appliquez des compresses froides toutes les 2 heures. S'il n'y a pas d'amélioration d'ici demain matin, nous devrons envisager une saignée. » « Bien, docteur. » Alors qu'ils quittèrent la salle, Vallier ralentit le pas pour marcher à côté d'elle. « Mademoiselle Beaumont, je réalise des recherches qui pourraient révolutionner le traitement des paralysies. Des travaux qui, si je puis être franc, dépassent le cadre habituel de la médecine hospitalière. J'aurais besoin d'une assistante discrète, quelqu'un de fiable, et qui comprendrait l'importance de la confidentialité scientifique. Le poste serait rémunéré généreusement, bien plus que votre salaire actuel. » Le cœur d'Émilie se mit à battre plus fort. Une telle opportunité semblait trop belle pour être vraie. Quel genre de recherche, docteur? La régénération nerveuse. Imaginez pouvoir redonner l'usage de leurs jambes aux paralytiques, restaurer le mouvement des bras aux victimes d'accidents. Les dernières découvertes de Cajal sur les neurones ouvrent des possibilités extraordinaires. Mais ce travail nécessite des expérimentations délicates, des protocoles que l'administration de l'hôpital, dans sa bureaucratie étouffante, ne comprendrait pas. Des esprits frileux qui préfèrent la stagnation au progrès. Il s'arrêta près d'une fenêtre donnant sur la cour intérieure où quelques corbeaux picoraient la neige sale. « Je ne peux pas vous donner de réponse immédiate, » dit Émilie, déchirée entre l'excitation et une vague inquiétude qu'elle ne parvenait pas à définir. « C'est une proposition importante. »« Bien sûr, prenez votre temps, » répondit-il avec une compréhension feinte. « Mais ne tardez pas trop. La science n'attend pas, et je crains que cette opportunité ne reste pas disponible longtemps. D'autres infirmières seraient certainement intéressées. » Tandis qu'Émilie s'éloignait pour reprendre ses tâches, Vallier observa sa silhouette disparaître au coin du couloir. Un sourire glacial étira ses lèvres. Elle mordrait à l'hameçon, il en était certain. Elle mordait toutes, la pauvreté, la solitude, le désespoir, voilà les véritables maladies qu'il savait exploiter avec une précision chirurgicale. Le soir tombait rapidement en cette saison. À 18 heures, la nuit avait déjà enveloppé Genève de son manteau d'obscurité. Vallier quitta l'hôpital par l'entrée principale, saluant poliment le gardien de nuit, puis fit un large détour par les ruelles adjacentes. Il connaissait chaque recoin de ce quartier, chaque passage sombre, chaque porte dérobée. 15 minutes plus tard, il se glissait par une entrée de service condamnée dont il avait forcé la serrure des mois auparavant. L'aile abandonnée de l'hôpital était un monde à part. L'électricité n'y avait jamais été installée, et Vallier dut allumer une lampe à huile pour s'orienter. Les murs suintaient d'humidité, le papier peint se décollait par plaques, révélant le plâtre moisi dessous. Ses pas résonnaient sinistrement sur le parquet gondolé. Il descendit un escalier en colimaçon jusqu'au sous-sol, où l'air devenait plus froid, plus épais, chargé d'une odeur de terre et de quelque chose d'autre, quelque chose de métallique et d'organique. Sa salle de travail se trouvait au fond d'un long corridor. Il déverrouilla la lourde porte en bois renforcé et pénétra dans son sanctuaire secret. La pièce était vaste, probablement une ancienne morgue. Des tables d'opération en métal trônaient au centre, entourées d'étagères chargées de bocaux en verre contenant des spécimens anatomiques. Des instruments chirurgicaux étincelants étaient disposés avec un soin maniaque. Scalpel, pinces, scies à os, seringues en métal. Dans un coin, une bibliothèque débordait de carnets reliés en cuir.
Ses journaux personnels remplis de notes codées et de croquis anatomiques d'une précision terrifiante. Vallier alluma plusieurs lampes à gaz, inondant la pièce d'une lumière tremblotante qui faisait danser les ombres sur les murs. Il ôta sa veste, enfila un tablier de cuir taché et s'approcha d'une table où reposait un corps recouvert d'un drap blanc. Il le retira avec révérence, révélant le cadavre d'une femme d'environ 25 ans, sa peau pâle, marquée de sutures précises le long de sa colonne vertébrale et de ses membres. « Marguerite » murmura-t-il, en caressant doucement le front froid. « Tu as bien servi la science, ma chère. Ton sacrifice n'aura pas été vain. » Il ouvrit l'un de ses carnets et commença à écrire d'une écriture serrée. Sujet numéro 7, Marguerite Fontaine, 24 ans. Décédée il y a 3 jours suite à l'injection de composé B47 directement dans la moelle épinière lombaire. Les convulsions ont duré approximativement 17 minutes avant l'arrêt cardiaque. L'autopsie révèle une nécrose étendue des tissus nerveux, une hémorragie méningée sévère et une inflammation aiguë des racines nerveuses. Résultat, échec. Le dosage était manifestement trop élevé. Le prochain sujet recevra une concentration réduite de moitié. Il referma le carnet et contempla son œuvre avec un mélange de frustration et de fascination. 7 sujets, 7 échecs. Mais chaque échec le rapprochait du succès. Chaque mort lui enseignait quelque chose de nouveau sur les mystères du système nerveux. Le prix Nobel était à portée de main, il le sentait. Il lui fallait simplement plus de matériel expérimental, plus de corps sur lesquels tester ses théories révolutionnaires. Son esprit revint à Émilie Beaumont. Elle ferait une excellente candidate, jeune, en bonne santé, sans famille proche, hormis une mère mourante. Personne ne remarquerait sa disparition immédiate, et même si c'était le cas, qui croirait qu'un médecin respecté de l'hôpital général puisse être impliqué? Il avait déjà préparé le terrain, tissé la toile de mensonges et de promesses qui l'attireraient inévitablement dans son piège. Un bruit soudain le fit sursauter. Des pas, quelque part dans les couloirs au-dessus. Il éteignit rapidement les lampes à gaz, plongeant la pièce dans l'obscurité totale, et resta immobile, retenant sa respiration. Les pas se rapprochèrent, puis s'arrêtèrent. Un long silence tendu s'ensuivit. Finalement, les pas s'éloignèrent, probablement un gardien effectuant sa ronde habituelle. Vallier ralluma les lampes, son cœur battant encore rapidement. Il devait être plus prudent. La moindre erreur, le moindre soupçon, et tout son travail serait anéanti. Il recouvrit soigneusement le corps de Marguerite, nettoya méticuleusement ses instruments et s'assura que chaque détail était en ordre. Il devrait bientôt se débarrasser de ce cadavre, le dissoudre dans l'acide, comme les précédents, réduisant toute preuve à une boue brunâtre qu'il déverserait dans les égouts. Avant de quitter son laboratoire secret, il s'arrêta devant un miroir terni accroché au mur. Son reflet le fixait, et pendant un instant fugace, il crut voir quelque chose de monstrueux dans ses propres yeux. Mais le moment passa rapidement, remplacé par son masque habituel de charme et d'intelligence. Il était le docteur Antoine Vallier, chirurgien talentueux, futur lauréat du prix Nobel, bienfaiteur de l'humanité. Les sacrifices nécessaires à la grandeur n'étaient que des détails insignifiants dans la grande marche du progrès scientifique. Il éteignit les lampes et disparut dans l'obscurité des sous-sols, laissant derrière lui l'odeur persistante du formol et de la mort. Le lendemain matin, l'hôpital bourdonnait de son activité habituelle. Les médecins faisaient leur ronde, les infirmières s'affairaient entre les salles, les malades gémissaient doucement dans leurs lits. Vallier arriva à 8 heures précises, impeccable dans son costume gris anthracite, saluant chaleureusement ses collègues et s'enquérant de la santé de leur famille. Personne n'aurait pu deviner les horreurs qu'il avait perpétrées quelques heures auparavant dans les entrailles de ce même bâtiment. Il croisa Émilie dans le hall principal. Elle avait les traits tirés, probablement n'avait-elle pas beaucoup dormi. « Mademoiselle Beaumont, » dit-il en s'approchant, sa voix teintée de sollicitude, « avez-vous réfléchi à ma proposition ?» Elle hésita, mordillant sa lèvre inférieure, puis hocha la tête. « Oui, docteur, j'accepte. Quand puis-je commencer ?» Le sourire de Vallier s'élargit, mais ses yeux restèrent froids comme le lac en hiver. « Parfait.
Ce soir, après votre service, retrouvez-moi à l'entrée de service, celle près du bâtiment des archives. Nous avons beaucoup de travail devant nous. » Alors qu'il s'éloignait, Émilie sentit un frisson parcourir son échine. Elle ne savait pas encore qu'elle venait de signer son arrêt de mort. « D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. » Les jours suivants s'écoulèrent dans une routine trompeuse. Vallier continuait ses consultations habituelles avec un professionnalisme irréprochable, gagnant l'admiration de ses patients et le respect de ses pairs. Mais chaque soir, après la tombée de la nuit, il descendait dans son laboratoire clandestin où l'attendait Émilie, de plus en plus troublée par ce qu'elle découvrait. Au début, les tâches semblaient innocentes, cataloguer des spécimens anatomiques, prendre des notes pendant que Vallier effectuait des dissections sur des cadavres qu'il prétendait obtenir légalement de la morgue municipale. Mais progressivement, elle remarqua des détails inquiétants. Les corps étaient tous des femmes jeunes, certaines portaient des marques de ligatures aux poignets, et leur visage figé dans la mort exprimait une terreur qui ne correspondait pas à une mort naturelle. « Docteur » osa-t-elle demander un soir, alors qu'elle l'assistait dans une dissection particulièrement macabre, « ces femmes, comment sont-elles mortes exactement ?» Vallier leva les yeux de son travail, son scalpel suspendu au-dessus de la moelle épinière exposée du cadavre. « Des accidents tragiques, ma chère, des chutes, des overdoses de laudanum, les maux ordinaires qui affligent les classes défavorisées. Pourquoi cette question? C'est juste que... elles semblent toutes si jeunes, et leurs expressions... » « Vous devenez sentimental, » l'interrompit-il sèchement, son ton se durcissant pour la première fois. « La science nécessite un détachement émotionnel. Si vous n'êtes pas capable de maintenir une objectivité professionnelle, peut-être devrais-je trouver quelqu'un d'autre ?» Émilie recula, effrayée par la transformation soudaine de son attitude. Le docteur, Vallier charmant et prévenant, avait disparu, remplacé par quelque chose de froid et de menaçant. « Non, non, je suis désolé. Vous avez raison. Je ferai mieux. »« Bien, » dit-il en se radoucissant aussi rapidement qu'il s'était durci. « Je sais que c'est difficile au début, mais vous vous y habituerez, et souvenez-vous de votre mère, des médicaments que je lui fournis gratuitement, du loyer que j'ai payé pour vous ce mois-ci. Vous me devez tant, Émilie. Il serait dommage de tout gâcher par des questions inappropriées. » Le piège se refermait. Émilie se retrouvait prisonnière d'une dette qui n'avait jamais été un cadeau, mais une chaîne soigneusement forgée. Elle hocha la tête en silence et retourna à son travail, mais dans son esprit, une graine de terreur commençait à germer. Février apporta avec lui des tempêtes de neige qui ensevelirent Genève sous un linceul blanc. Le lac gelait par endroits, formant des plaques de glace traîtres où les imprudents risquaient de glisser. Les rues se vidaient dès la tombée de la nuit, et seuls les plus téméraires s'aventuraient dehors après le couvre-feu informel imposé par le froid mordant. Pour Vallier, ces conditions étaient idéales. Ces conditions, l'obscurité et le froid, décourageaient les témoins potentiels, et les femmes désespérées étaient encore plus vulnérables, plus faciles à manipuler avec ses promesses de chaleur, de sécurité et d'argent. Sa prochaine cible s'appelait Sophie Renard, une veuve de 32 ans, qui travaillait comme lingère dans un hôtel miteux du quartier de Plainpalais. Vallière l'avait repérée 3 semaines auparavant lors d'une consultation gratuite qu'il offrait aux indigents dans un dispensaire de charité, une façade philanthropique qui lui permettait d'identifier les proies parfaites. Sophie avait perdu son mari dans un accident d'usine 6 mois plus tôt et elle luttait pour élever seule ses 2 jeunes enfants. Ses yeux cernés et ses mains gercées racontaient l'histoire d'une femme au bord du gouffre. Il l'avait abordée avec douceur, s'inquiétant de sa toux persistante, lui prescrivant un sirop qu'il avait préparé lui-même. Au fil des semaines, il avait tissé un lien de confiance, multipliant les rencontres fortuites dans le quartier, offrant de petits cadeaux pour ses enfants, écoutant ses doléances avec une patience feinte. Ce soir-là, il lui avait donné rendez-vous dans un café discret, près de la gare de Cornavin. La neige tombait en flocons épais, étouffant tous les sons. Sophie arriva emmitouflée dans un châle élimé, ses joues rougies par le froid. Vallier l'attendait dans un coin reculé, 2 tasses de chocolat chaud, fumantes, sur la table. «
Madame Renard, je suis si heureux que vous ayez pu venir malgré ce temps épouvantable, dit-il en se levant pour l'accueillir avec une galanterie surannée. Asseyez-vous, réchauffez-vous. Sophie s'installa timidement, ses doigts gourds enroulés autour de la tasse chaude. Vous m'avez dit que vous aviez une proposition, docteur. Je dois avouer que je suis curieuse, mais aussi un peu méfiante. Les bonnes nouvelles sont si rares dans ma vie. Je comprends votre prudence. C'est une qualité admirable, répondit Vallier en se penchant légèrement vers elle, créant une bulle d'intimité. Je vais être direct avec vous, car je respecte trop votre intelligence pour vous mentir. Le mensonge coulait de ses lèvres avec une aisance terrifiante. Je mène actuellement des recherches médicales révolutionnaires sur les affections pulmonaires, particulièrement la tuberculose et les pneumonies chroniques. J'ai besoin de volontaires pour tester un nouveau traitement qui pourrait sauver des milliers de vies. Le processus est simple. Quelques examens, l'administration du médicament, une période d'observation. En échange, je vous offre 100 francs suisses immédiatement et 100 autres à la fin de l'étude. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. 200 francs représentaient 6 mois de son salaire actuel. 200 francs, c'est énorme, mais est-ce dangereux? Mes enfants ont besoin de moi. Je ne vous mentirai jamais sur les risques, affirma-t-il avec une sincérité feinte. Les effets secondaires possibles sont minimes, peut-être une légère fatigue, quelques nausées passagères, rien de plus grave qu'un rhume. Et pensez à ce que cet argent pourrait signifier pour vos enfants, de la nourriture, des vêtements chauds, peut-être même une meilleure école. Sophie but une gorgée de chocolat, son esprit visiblement tiraillé entre l'espoir et l'appréhension. Vallier pouvait presque voir le processus de rationalisation se dérouler dans sa tête. Elle voulait croire, elle avait besoin de croire. Quand devrais-je commencer? Demain soir, si cela vous convient. Le traitement doit être administré dans un environnement contrôlé, donc nous utiliserons une salle spéciale de l'hôpital. Je viendrai vous chercher ici, au café, à 20 heures. Apportez simplement un vêtement de rechange, car vous devrez rester en observation pendant la nuit. Il sortit une enveloppe de sa poche intérieure et la fit glisser sur la table. Voici les 100 premiers francs, comme preuve de ma bonne foi. Prenez-les dès maintenant. Considérez cela comme un investissement dans votre avenir et celui de vos enfants. Les doigts tremblants de Sophie saisirent l'enveloppe. À l'intérieur, les billets craquants représentaient plus d'espoir qu'elle n'en avait ressenti depuis des mois. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je ne sais pas comment vous remercier, docteur Vallier. Vous êtes un homme bon, vraiment bon. Je ne fais que mon devoir envers ceux qui souffrent, » répondit-il humblement, jouant son rôle à la perfection. « À demain soir, donc !» Ils se séparèrent dans la nuit glaciale. Sophie retourna vers son misérable logement, l'enveloppe serrée contre sa poitrine, son cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Elle ne pouvait pas savoir qu'elle venait de signer son arrêt de mort, que les billets dans sa main étaient son prix d'achat, le coût de son propre sacrifice sur l'autel de l'ambition monstrueuse de Vallier. Pendant ce temps, dans les sous-sols de l'hôpital, Émilie Beaumont était confrontée à une réalité de plus en plus horrifiante. Ce soir-là, Vallier lui avait ordonné de préparer la salle pour un nouveau sujet expérimental. Elle avait nettoyé la table d'opération, disposé les instruments selon ses instructions précises, préparé les seringues et les flacons de diverses substances chimiques, au nom inquiétant. « Qui est le nouveau sujet ?» demanda-t-elle d'une voix mal assurée. « Une volontaire », répondit Vallier en arrangeant ses instruments avec un soin maniaque. « Une femme qui souffre de problèmes respiratoires et qui a accepté de participer à mes recherches en échange d'une compensation financière. Tout est parfaitement légal et consensuel. » Mais Émilie avait appris à déchiffrer ses mensonges. La façon dont ses yeux évitaient les siens, le léger rictus qui tirait le coin de sa bouche, la tension dans ses épaules, tous des signes qu'elle avait appris à reconnaître au fil des semaines. « Docteur, je dois vous parler, » dit-elle en rassemblant son courage. « Ces derniers temps, j'ai remarqué des choses qui me troublent profondément. Les corps que vous disséquez, ils ne ressemblent pas à des morts naturelles.
Et maintenant, vous parlez de volontaire. Mais quoi? L'interrompit-il sèchement, se retournant vers elle avec une intensité qui la fit reculer instinctivement. Vous osez questionner mes méthodes, vous, une simple infirmière sans formation scientifique avancée? Je ne cherche pas à vous offenser, se défendit-elle, sa voix tremblante. C'est juste que ma conscience... Votre conscience, répéta-t-il avec un rire sec. Parlons donc de conscience, Émilie. Qui paie le loyer de votre mère ce mois-ci? Qui lui fournit les médicaments dont elle a désespérément besoin? Qui vous a sorti de la misère? Moi. Et maintenant, vous voulez me parler de conscience? Il s'approcha d'elle, son visage à quelques centimètres du sien, et elle put sentir l'odeur de tabac dans son haleine, voir la froideur reptilienne de ses pupilles. Vous êtes complice, ma chère Émilie. Chaque cadavre que vous avez aidé à disséquer, chaque note que vous avez transcrite, tout cela fait de vous ma partenaire. Si je tombe, vous tombez avec moi. Personne ne croira que vous étiez innocente, qu'une pauvre infirmière ne savait pas ce qui se passait. Ils vous pendront à côté de moi. Le piège ne se refermait pas seulement sur elle. Il était déjà fermé depuis longtemps, et elle commençait seulement à le réaliser. Émilie sentit ses jambes se dérober sous elle, et elle dut s'appuyer contre la table pour ne pas tomber. « Qu'attendez-vous de moi » murmura-t-elle, vaincue. « Votre silence et votre coopération » répondit-il en se redressant, sa voix redevenant professionnelle. « Demain soir, une femme viendra ici. Vous l'accueillerez avec douceur, vous la mettrez à l'aise, et vous l'aiderez à se préparer pour le traitement. Vous agirez naturellement, comme si tout était normal. Compris? Oui, chuchota-t-elle, les larmes commençant à couler sur ses joues. Bien, maintenant rentrez chez vous. Et Émilie? Il attendit qu'elle le regarde. Pas un mot à quiconque. Votre mère dépend de votre discrétion. Elle s'enfuit du laboratoire comme si les démons de l'enfer étaient à ses trousses, grimpant les escaliers 4 à 4, émergeant enfin dans l'air glacial de la nuit. Elle courut jusqu'à ce que ses poumons brûlent, jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment loin de cet endroit maudit. Mais elle savait qu'elle ne pourrait jamais vraiment s'échapper. Elle était prisonnière, enchaînée par la culpabilité, la peur et la nécessité. Cette nuit-là, agenouillée au chevet de sa mère endormie, Émilie pria pour la première fois depuis son enfance. Elle pria pour le pardon, elle pria pour le courage, elle pria pour que quelqu'un, quelque part, découvre la vérité avant que davantage de femmes innocentes ne meurent. Le lendemain soir arriva trop rapidement. Sophie Renard se présenta au café à l'heure convenue, vêtue de sa robe la plus présentable, ses cheveux soigneusement coiffés. Elle avait laissé ses enfants chez une voisine, leur promettant des sucreries à son retour. Elle ne les reverrait jamais. Vallier l'accueillit avec son sourire le plus chaleureux et la conduisit à travers les rues sombres jusqu'à l'entrée de service de l'hôpital. Ils descendirent dans les sous-sols où Émilie les attendait, pâle comme un fantôme. « Voici mon assistante, mademoiselle Beaumont », présenta Vallier. « Elle va vous aider à vous préparer. N'ayez aucune crainte, vous êtes entre de bonnes mains. » Sophie regarda autour d'elle, remarquant l'état délabré des lieux, l'odeur étrange qui imprégnait l'air, les lampes à gaz qui projetaient des ombres dansantes et inquiétantes sur les murs suintants. « C'est ici que se déroule le traitement? Cela semble un peu inhabituel. Les recherches les plus importantes se font souvent dans l'ombre, » expliqua Vallier avec désinvolture, loin des regards bureaucratiques qui étouffent l'innovation. Croyez-moi, Madame Renard, ce que nous faisons ici pourrait changer le cours de la médecine moderne. Émilie prit Sophie par le bras, la guidant vers une petite pièce adjacente où se trouvait une blouse d'hôpital pliée. « Enfilez ceci, » dit-elle d'une voix blanche. « Le traitement sera bientôt administré. » Pendant que Sophie se changeait, Émilie ferma les yeux, luttant contre la nausée qui montait en elle. Elle entendit Vallier préparer ses instruments dans la pièce principale, le cliquetis métallique des scalpels et des seringues. Chaque son était un coup de marteau contre sa conscience. Quand Sophie émergea, vêtue de la blouse qui la faisait ressembler à tous les patients anonymes de l'hôpital, elle souriait encore, confiante dans la bonté du médecin qui allait la sauver de la pauvreté. Émilie détourna le regard, incapable de supporter cette innocence condamnée. « Allongez-vous ici. »
ordonna doucement Vallière en tapotant la table d'opération. Je vais d'abord vous examiner, puis nous procéderons à l'injection du sérum. Sophie obéit, s'allongeant sur le métal froid. Vallier commença son examen, ses mains professionnelles palpant son abdomen, écoutant son cœur, prenant son pouls. Tout semblait normal, médical, rassurant. « Parfait », dit-il. « Votre condition physique est excellente. Le traitement devrait être très efficace. Maintenant, je vais vous injecter une dose de sédatif léger pour vous détendre. Vous pourriez ressentir un peu de somnolence. C'est tout à fait normal. » Il prépara la seringue sous les yeux de Sophie, qui ne pouvait pas voir qu'il ne s'agissait pas d'un simple sédatif, mais d'une dose massive de chloral, suffisante pour la plonger dans l'inconscience en quelques minutes. « Une petite piqûre », murmura-t-il en enfonçant l'aiguille dans son bras. Sophie grimaça légèrement, puis son corps commença à se détendre. Ses paupières devinrent lourdes, sa respiration ralentit. En moins de 2 minutes, elle était complètement inconsciente. Le masque de Vallier tomba instantanément. Ses traits se durcirent, et dans ses yeux brilla une lueur de prédateur satisfait devant une proie piégée. Il se tourna vers Émilie, qui se tenait figée dans un coin, les mains pressées contre sa bouche. « Attachez ses poignets et ses chevilles, » ordonna-t-il froidement. « Nous commençons. »« Non !» gémit Émilie. « Je ne peux pas être complice de... »« Vous l'êtes déjà, » aboya-t-il. « Maintenant, obéissez, ou je m'assure que votre mère ne reçoive plus un seul gramme de médicaments. Elle mourra dans d'atroces souffrances, et ce sera de votre faute. » Les jambes tremblantes, Émilie s'approcha et attacha les liens en cuir autour des membres de Sophie. Des larmes silencieuses coulaient sur son visage, mais ses mains accomplissaient mécaniquement les gestes qu'on lui ordonnait. Vallier se pencha sur son sujet, ses instruments brillant sous la lumière des lampes. Il allait commencer sa procédure habituelle, une incision le long de la colonne vertébrale pour exposer la moelle épinière, suivie de l'injection de son composé expérimental directement dans les tissus nerveux. Il documenterait chaque convulsion, chaque hurlement étouffé, chaque battement du cœur, jusqu'à ce qu'il s'arrête définitivement. Puis, une fois de plus, il dissoudrait le corps dans l'acide, effaçant toute trace de son crime. C'est alors qu'un bruit résonna dans le couloir extérieur. Des pas, plusieurs paires de pas, s'approchant rapidement. Vallier se figea, son scalpel suspendu au-dessus du dos de Sophie. Les pas s'arrêtèrent devant la porte. Puis, un coup violent ébranla le battant. « Ouvrez, police municipale de Genève !» Le sang de Vallier se glaça dans ses veines. Impossible. Comment pouvait-il savoir ? Il se tourna vers Émilie et comprit instantanément en voyant son visage. La culpabilité, le soulagement, la terreur mêlés dans son expression. « Qu'as-tu fait ?» siffla-t-il, son visage déformé par une rage meurtrière. Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. 3 heures plus tôt, alors que le crépuscule descendait sur Genève, Émilie Beaumont avait pris la décision la plus courageuse et la plus terrifiante de sa vie. Ne pouvant plus supporter le poids de sa complicité, elle s'était rendue au bureau du journal La Tribune de Genève, situé rue de la Coraterie, et avait demandé à parler au rédacteur en chef. C'était un homme d'une 40aine d'années, nommé Julien Mercier, connu pour ses enquêtes tenaces sur la corruption municipale et les scandales hospitaliers. Ses articles avaient déjà fait tomber 2 administrateurs véreux, et révéler des détournements de fonds dans plusieurs institutions publiques. Si quelqu'un pouvait l'aider à arrêter Vallier, c'était lui. Mercier l'avait reçu dans son bureau encombré de dossiers et de coupures de journaux, ses yeux fatigués, scrutant son visage pâle, avec un mélange de curiosité et de méfiance professionnelle. « Mademoiselle, vous semblez bouleversée. Que puis-je faire pour vous ?» Émilie avait tremblé, hésitante encore. Dénoncer Vallier signifiait reconnaître sa propre complicité, risquer la prison, condamner sa mère à une mort certaine, sans les médicaments. Mais continuer signifiait devenir une meurtrière à part entière, regarder une autre femme innocente mourir sous ses yeux. « Monsieur Mercier, je dois vous révéler quelque chose d'horrible. Mais avant, vous devez me promettre que ma mère sera protégée, qu'elle recevra les soins dont elle a besoin, peu importe ce qui m'arrive. »
L'intérêt de Mercier s'était aiguisé instantanément. Il avait sorti un carnet et une plume. « Je ne peux rien promettre avant de savoir de quoi il s'agit, mais je vous écoute. » Alors, dans un flot de paroles entrecoupées de sanglots, Émilie avait tout raconté. Les rencontres nocturnes dans les sous-sols, les corps de femmes jeunes, les expériences atroces, les dissections, les carnets codés, et Sophie Renard qui allait mourir ce soir même si personne n'intervenait. Mercier avait écouté en silence, son visage devenant de plus en plus grave. Quand Émilie eut terminé, il resta un long moment immobile, assimilant l'horreur de ce qu'il venait d'entendre. « Vous réalisez la gravité de vos accusations ? Le docteur Vallier est respecté dans toute la ville. »« Si vous mentez, je ne mens pas », s'était écriée Émilie. « Chaque mot est vrai. Il y a une femme qui va mourir ce soir. Nous devons agir maintenant. » Mercier avait décroché son téléphone, un des rares appareils privés de la ville, et avait contacté directement l'inspecteur Henri Berger de la police municipale, un homme intègre avec qui il avait collaboré sur plusieurs enquêtes par le passé. En 30 minutes, une équipe de 6 policiers était assemblée devant le journal, prête à intervenir. Maintenant, alors que les policiers enfonçaient la porte du laboratoire secret de Vallier, Émilie sentit un mélange de terreur et de soulagement l'envahir. Elle avait fait le bon choix. Sophie Renard vivrait. Mais elle savait aussi que sa propre vie venait de changer irrémédiablement. La porte céda dans un fracas de bois éclaté. 6 hommes en uniforme se déversèrent dans la pièce, leurs lampes à huile projetant une lumière crue sur la scène macabre. Sophie, inconsciente sur la table d'opération, les instruments chirurgicaux tachés de sang séché, les bocaux contenant des spécimens humains sur les étagères, et Vallier, figé comme une statue, son scalpel encore à la main. L'inspecteur Berger, un homme massif au visage buriné, s'avança en premier, son regard passant de Vallier à Émilie, puis à la femme ligotée sur la table. « Docteur Antoine Vallier, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion de meurtre. Posez vos instruments et levez les mains. » Pendant un instant qui sembla durer une éternité, personne ne bougea. Puis, avec une rapidité stupéfiante, Vallier se retourna et s'élança vers une porte secondaire à l'arrière du laboratoire. 2 policiers se lancèrent à sa poursuite, leurs bottes résonnant sur le sol de pierre. « Occupez-vous de la femme !» ordonna Berger en se précipitant également à la poursuite du fugitif. Les autres policiers se précipitèrent vers la table d'opération. L'un d'eux commença à détacher les liens de Sophie, tandis qu'un autre vérifiait son pouls. Elle respire, mais elle est profondément endormie. Il faut la transporter à l'hôpital immédiatement. Émilie s'effondra contre le mur, ses jambes ne la portant plus. Mercier, qui était entré avec les policiers, s'approcha d'elle et posa une main réconfortante sur son épaule. « Vous avez fait preuve d'un immense courage, mademoiselle. Sans vous, cette femme serait morte ce soir. » Mais Émilie ne pouvait détacher son regard de l'endroit où Vallier avait disparu. Quelque chose dans son expression juste avant sa fuite l'avait glacée jusqu'aux os. Ce n'était pas de la peur qu'elle avait vue, mais de la rage froide et calculatrice. Il n'avait pas l'air d'un homme qui fuyait, mais d'un homme qui planifiait déjà sa prochaine action. Dans les couloirs sombres des sous-sols, la chasse se poursuivait. Vallier connaissait ses tunnels comme sa poche, chaque recoin, chaque passage, chaque issue secrète. Il avait passé des mois à cartographier cet endroit, prévoyant précisément cette éventualité. Les policiers, eux, trébuchaient dans l'obscurité, leurs lampes créant des ombres trompeuses qui désorienta An. Il émergea finalement dans une cour intérieure abandonnée, ses poumons brûlant dans l'air glacial de la nuit. La neige tombait toujours, recouvrant ses traces presque instantanément. Il pouvait entendre les cris des policiers derrière lui, mais ils étaient encore loin. Il avait une chance de s'échapper. Mais alors qu'il escaladait un mur de pierre pour atteindre la rue adjacente, une pensée l'arrêta, net. Ses carnets. Ces précieux carnets contenant toutes ses recherches, toutes ses découvertes, des années de travail minutieux. Ils étaient encore dans le laboratoire, et sans eux, tout ce qu'il avait accompli serait perdu. Sa quête du prix Nobel, son héritage scientifique, tout serait anéanti.
Il hésita, accroché au sommet du mur, le vent fouettant son visage. La raison lui disait de fuir, de disparaître dans la nuit et de refaire sa vie ailleurs. Mais son orgueil, son obsession dévorante, était plus forte que la raison. Il redescendit dans la cour et se faufila de nouveau dans le bâtiment par une entrée différente. Il devait récupérer ses carnets, coûte que coûte. Pendant ce temps, dans le laboratoire, Mercier examinait méthodiquement les lieux, son esprit de journaliste cataloguant chaque détail horrifique. Les bocaux sur les étagères contenaient des sections de moelle épinière, de nerfs, de tissus cérébraux, chacun étiqueté avec des codes qui ne signifiaient rien pour lui. Sur une table latérale, il découvrit une pile de carnets reliés en cuir noir. Il en ouvrit un au hasard et fut confronté à une écriture serrée, partiellement codée, mais suffisamment claire pour révéler son contenu atroce. Sujet numéro 4, Isabelle Laurent, 29 ans. Injection de composé A23 dans les segments L3-L4 de la moelle épinière. Convulsion immédiate, suivie de paralysie ascendante. Décès après 43 minutes. Autopsie révèle nécrose extensive. Conclusion, concentration trop élevée, nécessité de dilution. Prochaine tentative avec sujet numéro 5. Mercier sentit son estomac se retourner. Page après page, le même récit clinique et dénué d'émotions de torture et de meurtre. Il compta rapidement 7 sujets documentés en détail, plus des références à d'autres expériences préliminaires non numérotées. Vallier n'était pas simplement un meurtrier, c'était un monstre qui avait systématiquement assassiné des femmes innocentes au nom d'une science pervertie. Inspecteur Berger doit voir ceci immédiatement, murmura-t-il. C'est à ce moment précis que Vallier réapparut dans l'embrasure de la porte secrète, haletant, son costume déchiré et couvert de poussière. Ses yeux se fixèrent immédiatement sur Mercier tenant ses carnets, et son visage se transforma en un masque de fureur animale. « Reposez ça !» hurla-t-il en se précipitant dans la pièce. Mercier recula, serrant les carnets contre sa poitrine, mais Vallier était plus rapide. Il saisit un scalpel sur une table et se jeta sur le journaliste avec une violence désespérée. Les deux hommes s'effondrèrent au sol, luttant pour le contrôle de l'arme. Émilie cria, attirant l'attention des 2 policiers qui étaient restés dans le laboratoire. Ils se précipitèrent vers les combattants, mais Vallier, dans sa rage, se battait avec la force de la démence. Le scalpel décrivit un arc dans l'air, s'enfonçant dans l'épaule de Mercier, qui poussa un cri de douleur. Les policiers plaquèrent finalement Vallier au sol, lui arrachant le scalpel des mains et lui passant les menottes avec brutalité. Il se débattait encore, hurlant des obscénités, ses yeux injectés de sang fixés sur ses carnets éparpillés sur le sol. « Vous ne comprenez pas, mon travail révolutionnaire, vous êtes tous des ignorants. Ces femmes étaient nécessaires, un sacrifice pour le progrès de l'humanité. Fermez-la !» aboya l'un des policiers en le forçant à se relever. Mercier, tenant son épaule sanguinolente, réussit à se redresser. Un policier appliquait déjà un garrot improvisé pour arrêter le saignement. « Je vais survivre !» grogna-t-il. « Mais assurez-vous que ces carnets soient préservés. Ils contiennent la preuve de tous ces crimes. » L'inspecteur Berger revint en courant, essoufflé après avoir poursuivi Vallier à travers les tunnels, pour découvrir que son suspect avait été capturé. Il regarda le médecin menotté, qui continuait à divaguer sur son génie incompris, et secoua la tête avec dégoût. « Emmenez-le, cellule d'isolement, et quelqu'un doit fouiller minutieusement cet endroit. Je veux chaque preuve documentée. » Alors qu'on traînait Vallier hors du laboratoire, il tourna la tête vers Émilie, et leurs regards se croisèrent. Dans ses yeux, elle ne vit pas de remords, pas de regret, seulement une haine pure et glaciale. « Tu vas le regretter !» siffla-t-il entre ses dents. « Ta mère va mourir, et ce sera de ta faute. Tu entends? Ta faute !» Émilie détourna le regard, mais ses paroles s'enfoncèrent dans son cœur, comme des poignards de glace. Elle avait fait le bon choix, elle le savait, mais le coût serait élevé. Une fois Vallier emmené, l'équipe de police commença l'inventaire méticuleux du laboratoire.
Ils découvrirent des horreurs qui dépassaient l'imagination, des dizaines de bocaux contenant des organes prélevés sur ces victimes, des instruments de torture déguisés en équipement médical et, dans une armoire verrouillée, des photographies. Des photographies de femmes, certaines vivantes et souriantes, probablement prises avant leur mort, d'autres mortes sur la table d'opération, leur corps mutilé et ouvert. Mercier, malgré sa blessure, insista pour rester et documenter tout. C'était l'histoire de sa carrière, mais plus important encore, c'était l'histoire que ces femmes méritaient qu'on raconte. Elles ne seraient pas oubliées, pas si lui pouvait l'empêcher. Parmi les photographies, il en trouva une qui le figea. Une jeune femme d'environ 25 ans, aux cheveux blonds et aux yeux bleus, souriait timidement à l'objectif. Au dos, une inscription « Marguerite Fontaine, 3 novembre 1903 ». Mercier se souvint soudain d'un article qu'il avait écrit 6 mois auparavant sur une servante disparue, une affaire classée rapidement par une police débordée. C'était elle. Marguerite avait été la première. Non, réalisa-t-il en regardant d'autres photographies. Pas la première. Il y en avait eu d'autres avant elle, des femmes dont les visages souriants le hantaient depuis les clichés jaunis. Combien? 10? 15? Peut-être ne saurait-on jamais le nombre exact de victimes. À l'aube, Sophie Renard reprit conscience à l'hôpital principal, confuse et désorientée. On lui expliqua ce qui s'était passé, comment elle avait été sauvée in extremis. Elle pleura de soulagement et d'horreur, réalisant à quel point elle était passée près de la mort. Ses enfants, prévenus par les autorités, furent amenés à son chevet, et leurs embrassades furent plus précieuses que tout l'or du monde. Dans sa cellule, Vallier refusait de parler, assis dans un silence menaçant, son esprit déjà occupé à élaborer sa défense. Il était intelligent, cultivé, respecté. Sûrement qu'il pourrait convaincre un jury de son innocence, ou au moins plaider la folie, l'obsession scientifique qui avait obscurci son jugement. Il avait encore une chance. Mais ce que Vallier ne savait pas, ce qu'il était sur le point de découvrir, c'était que la vérité était bien plus complexe et bien plus sombre qu'il ne l'imaginait lui-même. Car dans les carnets qu'il chérissait tant, dans les codes qu'il croyait impénétrables, se cachait un secret qui allait tout changer. Un secret qui transformerait le procès du siècle en quelque chose d'encore plus sensationnel et terrifiant. Le procès du docteur Antoine Vallier débuta 3 mois plus tard, en mai 1904, dans une salle d'audience bondée du palais de justice de Genève. L'affaire avait captivé toute la Suisse, et au-delà, les journaux européens relatant avec fascination morbide les détails de ce médecin respecté devenu assassin en série. La Tribune de Genève, sous la plume de Julien Mercier, avait publié une série d'articles explosifs qui avaient choqué la nation. L'atmosphère dans la salle était électrique. Les bancs réservés au public étaient remplis de bourgeois curieux, de journalistes internationaux et de quelques proches des victimes identifiées. Émilie Beaumont était assise au premier rang, vêtue de noir, son visage pâle, marqué par des semaines de cauchemars et de remords. À côté d'elle, Sophie Renard serrait nerveusement ses mains gantées, reconnaissante d'être en vie, mais hantée par la proximité de la mort qu'elle avait frôlée. Vallier entra dans la salle, menotté et encadré par 2 gardes. Il avait maigri durant sa détention. Sa barbe avait poussé de manière inégale, et ses yeux, autrefois brillants d'intelligence, semblaient maintenant enfouis dans des orbites creuses. Mais son port restait droit, arrogant même, comme s'il estimait que toute cette procédure était une farce indigne de son génie. Le juge François Dubourg, un magistrat de 60 ans connu pour sa sévérité, frappa son marteau pour demander le silence. Le procureur, maître Laurent Favre, un homme sec d'une 50aine d'années, se leva pour prononcer son réquisitoire d'ouverture. « Mesdames et messieurs les jurés, nous sommes ici aujourd'hui pour juger un homme qui a trahi tout ce que la médecine représente. Un homme qui, sous couvert de science et de progrès, a perpétré des actes d'une cruauté inimaginable. Le docteur Antoine Vallier a systématiquement séduit, manipulé et assassiné au moins 7 femmes, peut-être davantage.
Il les a attirés avec des promesses d'argent et de sécurité, puis les a torturés à mort dans le nom d'expériences pseudo-scientifiques. Je vais vous démontrer, preuve à l'appui, que cet homme est un monstre qui mérite la peine capitale. La défense était assurée par maître Jean Perrin, un avocat célèbre de Lausanne, spécialisé dans les cas de folie criminelle. Sa stratégie était claire. Plaider l'aliénation mentale, présenter Vallier comme un homme brillant devenu fou par l'obsession scientifique. « Mesdames et messieurs les jurés », commença-t-il de sa voix profonde et mélodieuse, « je ne suis pas ici pour excuser les actes terribles commis, mais je vous demande de considérer l'état mental de mon client. Le docteur Vallière souffre d'une monomanie obsessionnelle, une pathologie reconnue par les aliénistes les plus éminents d'Europe. Son esprit brillant a été consumé par une quête scientifique qui a déformé sa perception de la moralité. C'est un homme malade qui nécessite un traitement, pas un criminel calculateur méritant la potence. Les témoignages commencèrent. Émilie Beaumont fut appelée à la barre, et sous les questions méthodiques du procureur, elle raconta tout. Les nuits dans le laboratoire secret, les corps de femmes qu'elle avait vus, les menaces de Vallier, sa propre complicité involontaire. Sa voix se brisa à plusieurs reprises, et il fallut suspendre l'audience pour lui permettre de se ressaisir. « Mademoiselle Beaumont » demanda maître Perrin lors du contre-interrogatoire, « n'est-il pas vrai que vous étiez amoureuse du docteur Vallier? Que votre témoignage est coloré par la colère d'une femme éconduite? »« Non !» s'écria Émilie, son visage s'empourprant de rage et d'humiliation. « Jamais! Il m'a manipulé, menacé, utilisé. Je ne ressentais que de la terreur. » Sophie Renard témoigna ensuite, décrivant comment Vallier l'avait approché, gagné sa confiance et l'avait attiré dans son piège. Sa voix restait calme, mais ses mains tremblaient visiblement. Le témoignage le plus accablant vint de l'inspecteur Berger, qui présenta les carnets de Vallier. Un expert en cryptographie avait passé des semaines à décoder les passages les plus obscurs, révélant une chronique détaillée de chaque meurtre. Les noms, quand Vallier les connaissait, les dates, les méthodes, les résultats expérimentaux, et dans certains cas, des commentaires personnels d'une froideur glaçante. Le sujet numéro 3 a montré une résistance remarquable. Ses cris ont duré 26 minutes. Fascinant. Le procureur lut ces passages à haute voix et plusieurs spectateurs quittèrent la salle, incapables d'en entendre davantage. Même certains jurés pâlirent visiblement, mais c'est lorsque Julien Mercier fut appelé à témoigner que la véritable bombe éclata. Mercier, son bras encore en écharpe suite à l'attaque de Vallier, s'avança à la barre avec une sacoche de cuir. Il en sortit un des carnets de Vallier, spécifiquement le dernier, celui que personne n'avait encore mentionné. « Votre honneur, messieurs les jurés », commença-t-il, sa voix de journaliste habitué aux révélations sensationnelles. En examinant minutieusement les carnets du docteur Vallier, j'ai découvert quelque chose qui change fondamentalement la nature de cette affaire. Quelque chose que même l'accusé lui-même semble avoir découvert tardivement. Il ouvrit le carnet à une page marquée et lut « 15 janvier 1904 ». Découverte bouleversante. En examinant des documents familiaux retrouvés dans les affaires de la mère après sa mort, j'ai appris une vérité qui explique tant de choses. Mon père, que j'ai toujours cru être l'honorable chirurgien François Vallier, n'était pas mon père biologique. Ma mère a eu une liaison avec un patient de l'asile d'aliénés où elle travaillait comme infirmière. Un homme diagnostiqué comme souffrant de manie homicide, qui avait assassiné plusieurs femmes avant son internement. Cet homme, Victor Rousseau, est mon véritable père. Un murmure choqué parcourut la salle. Le juge frappa son marteau pour rétablir l'ordre. Mercier continua. Vallier écrit ensuite. Cette révélation m'obsède. Suis-je condamné par le sang de mon père? Ma soif de découverte scientifique n'était-elle qu'un prétexte que mon esprit s'est créé pour justifier des pulsions héréditaires? Je ressens un plaisir que je ne peux plus nier lorsque je travaille sur les sujets. Ce n'est plus seulement la science qui me motive, mais quelque chose de plus sombre, de plus primal. Je suis le fils de mon père, et cette pensée me remplit à la fois d'horreur et d'une étrange satisfaction. La salle explosa en exclamations. Vallier lui-même se leva brusquement,
son visage déformé par une rage et une détresse indicible. « Mensonges! Ce sont des mensonges! J'ai écrit cela dans un moment de faiblesse, d'autoflagellation. Je ne suis pas comme lui. Je suis un scientifique. »« Silence !» tonna le juge. « Vous aurez votre chance de témoigner. Asseyez-vous. » Mercier reprit. « Mais voici le plus troublant, votre honneur. Victor Rousseau n'a jamais existé. » Cette fois, le silence fut total, chacun retenant son souffle. J'ai mené mes propres recherches. Il n'y a jamais eu de patient nommé Victor Rousseau dans aucun asile d'aliénés de Suisse ou de France. La mère de Vallier, décédée il y a 2 ans, n'a jamais travaillé dans un asile. Elle était couturière. Il n'existe aucun document familial correspondant à ceux que Vallier prétend avoir trouvés. Il referma le carnet et regarda directement Vallier. Le docteur Vallier a inventé cette histoire. Il a créé un père imaginaire, un meurtrier dont il serait le fils, pour se donner une excuse, une explication à ses propres actes monstrueux. Il s'est construit une mythologie personnelle pour échapper à la responsabilité de ses crimes. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton Merci en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. La révélation laissa l'audience abasourdie. Même Maître Perrin semblait déstabilisé, réalisant que sa défense, basée sur l'aliénation mentale, venait de prendre une tournure imprévisible. Si Vallier était capable de créer une fausse histoire familiale pour se justifier, cela démontrait un niveau de manipulation et de calcul incompatible avec une véritable folie. Le procureur Favre se leva, son visage rayonnant de triomphe. « Voilà la preuve ultime, messieurs les jurés. Antoine Vallier n'est pas fou. C'est un manipulateur-calculateur qui a construit une façade pour justifier ses pulsions meurtrières. Il a inventé une hérédité criminelle pour se donner une excuse, tout comme il a inventé une noblesse scientifique pour légitimer ses tortures. Cet homme sait exactement ce qu'il fait, et il le fait avec préméditation et malice. » Le reste du procès se déroula dans une atmosphère surréaliste. Vallier, appelé à témoigner, tenta de maintenir qu'il avait vraiment cru à l'histoire de son père biologique, qu'il l'avait découverte dans de véritables documents. Mais sous le contre-interrogatoire impitoyable du procureur, ces contradictions devinrent évidentes. Il finit par s'effondrer à la barre, criant qu'il ne comprenait rien, que son travail aurait révolutionné la médecine, que l'histoire se souviendrait de lui comme d'un visionnaire incompris. Les psychiatres appelés par la défense confirmèrent que Vallier souffrait effectivement d'un trouble de la personnalité, mais qu'il était parfaitement conscient de la nature criminelle de ses actes et capable de distinguer le bien du mal. Il ne remplissait pas les critères légaux de l'aliénation mentale. Après 2 semaines de témoignages, le jury se retira pour délibérer. Ils revinrent en moins de 3 heures avec leur verdict, coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge Dubourg prononça la sentence avec une gravité solennelle. « Antoine Vallier, vous avez été reconnu coupable du meurtre prémédité de 7 femmes et de la tentative de meurtre sur une 8e. Vous avez abusé de votre position de confiance en tant que médecin pour commettre ces actes ignobles. Cette cour vous condamne à la peine de mort par pendaison. Que Dieu ait pitié de votre âme, car ce tribunal n'en aura pas. » Vallier ne réagit pas. Il resta assis, figé, son regard vide fixé droit devant lui. Tandis qu'on l'emmenait, il ne prononça qu'une seule phrase, si bas que seuls les gardes l'entendirent. « Ils ne comprendront jamais. Personne ne comprendra jamais. » L'exécution d'Antoine Vallier eut lieu 3 mois plus tard, à l'aube d'une froide journée d'août. Contrairement à la tradition des exécutions publiques, celle-ci fut réalisée dans la cour de la prison, loin des regards du public, mais en présence des familles des victimes identifiées et de représentants de la presse. Émilie Beaumont refusa d'y assister. Elle passa cette matinée agenouillée dans une petite église de la vieille ville, priant pour les âmes des mortes, pour la sienne propre, et étrangement, pour celle de Vallier. Malgré tout ce qu'il avait fait, malgré les cauchemars qui la hantaient encore chaque nuit, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une forme de pitié pour cet homme qui avait laissé son ambition corrompre entièrement son humanité.
Sa mère était décédée 2 semaines après l'arrestation de Vallier, privée des médicaments que le médecin lui fournissait. Émilie avait porté ce fardeau de culpabilité en plus de tous les autres, se demandant si elle aurait dû rester silencieuse, si sauver des inconnus valait la vie de sa propre mère. La réponse rationnelle était oui, bien sûr, mais le cœur, lui, n'était pas rationnel. Après l'enterrement de sa mère, Émilie avait quitté Genève. Elle ne pouvait plus supporter de vivre dans cette ville où chaque rue, chaque bâtiment lui rappelait les horreurs qu'elle avait vues. Elle était partie pour Lyon, en France, où elle avait trouvé un poste dans un petit dispensaire de quartier. Elle ne pratiquait plus en hôpital, ne pouvait plus supporter l'odeur de l'éther et du formol, mais elle aidait comme elle le pouvait, soignant les pauvres et les malades, essayant de racheter, ne serait-ce qu'un peu, sa complicité passée. Elle ne se maria jamais, ne fonda jamais de famille. Les hommes qui l'approchaient étaient gentiment, mais fermement éconduits. Comment aurait-elle pu expliquer les cauchemars qui la réveillaient en hurlant, les moments où elle se figeait soudainement, perdue dans des souvenirs qu'elle aurait voulu oublier? Elle était condamnée à une forme de solitude, le prix à payer pour avoir survécu alors que tant d'autres étaient mortes. Sophie Renard, elle, parvint à reconstruire sa vie avec plus de succès. L'argent qu'elle avait reçu de Vallier, elle le dépensa pour ses enfants, leur offrant une éducation décente et des vêtements chauds. Elle trouva un nouvel emploi dans une blanchisserie mieux payée et finit par rencontrer un veuf gentil qui accepta de l'épouser avec ses enfants. Elle ne parla jamais de ce qui s'était passé dans les sous-sols de l'hôpital, même à son nouveau mari. C'était son secret, son fardeau personnel, mais elle refusa de le laisser définir le reste de sa vie. Chaque année, le 20 février, l'anniversaire du jour où elle aurait dû mourir, Sophie allumait une bougie dans l'église et priait pour les autres femmes, celles qui n'avaient pas eu sa chance. Elle priait pour Marguerite, pour Isabelle, pour toutes celles dont les noms étaient inscrits dans les carnets maudits de Vallier. Elle méritait d'être remembered, même si le monde préférait oublier. Julien Mercier devint une célébrité journalistique. Ses articles sur l'affaire Vallier furent traduits dans plusieurs langues et lui valurent des offres d'emploi de journaux prestigieux à Paris et à Londres. Il refusa toutes ces opportunités, préférant rester à Genève, où il continua son travail d'investigation. Mais l'affaire l'avait changé. Il était devenu obsédé par les histoires de femmes disparues, de crimes non résolus, de monstres se cachant derrière des façades respectables. Au cours des années suivantes, il mena plusieurs enquêtes qui aboutirent à l'arrestation d'autres criminels, sauvant peut-être des vies dans le processus. Il voyait cela comme sa mission, sa façon d'honorer la mémoire des victimes de Vallier. Il ne se maria jamais non plus. Dans ces moments de sincérité, tard dans la nuit après quelques verres de vin, il admettait que l'affaire Vallier l'avait laissé incapable de faire confiance, toujours à chercher les fissures dans la façade des gens, toujours à soupçonner que derrière le masque du civilisé se cachait un monstre. L'hôpital général de Genève ferma l'aile abandonnée de manière permanente, scellant les entrées avec du béton. Mais les rumeurs persistèrent. Les employés rapportaient des bruits étranges la nuit, des murmures, des pas fantomatiques. Les patients refusaient d'être placés dans les chambres proches de l'ancienne aile, prétendant sentir une présence malveillante. Finalement, en 1910, l'administration décida de démolir entièrement la section maudite. Pendant les travaux de démolition, les ouvriers découvrirent quelque chose que la police avait manqué, un second laboratoire, encore plus profond dans les sous-sols, accessible uniquement par un passage dissimulé derrière une fausse armoire. Dans cette pièce secrète, ils trouvèrent les restes de 3 autres victimes, des squelettes partiellement dissous dans de l'acide, enfermés dans de grandes cuves en métal. 3 femmes de plus qui n'avaient jamais été comptabilisées, 3 fantômes de plus à ajouter au registre macabre de Vallier. Cette découverte raviva l'intérêt du public pour l'affaire. Mercier écrivit un livre, Les Carnets du Diable, l'histoire vraie du médecin de la mort, qui devint un best-seller morbide. Il utilisa les profits pour créer une fondation d'aide aux femmes en détresse, un hommage tangible aux victimes. Les années passèrent. La Première Guerre mondiale éclata.
apportant avec elle des horreurs qui firent pâlir même les crimes de Vallier. L'hôpital fut converti en hôpital militaire, accueillant les blessés des tranchées. Le monde changea, et l'affaire Vallier devint une note de bas de page sinistre dans l'histoire médicale. Mais pour ceux qui l'avaient vécue, l'affaire ne s'estompa jamais vraiment. Émilie Beaumont mourut en 1947, à l'âge de 71 ans, dans son sommeil, après une vie passée à essayer d'expier un crime qu'elle n'avait pas commis, mais qu'elle n'avait pas empêché assez tôt. Sur son lit de mort, elle murmura les noms de toutes les victimes qu'elle connaissait, une litanie de regrets et de souvenirs. Sophie Renard vécut jusqu'en 1952, entourée de ses enfants et petits-enfants. Elle ne raconta jamais son histoire à sa famille, emportant ce secret dans sa tombe. Mais dans ses derniers moments de lucidité, alors que son esprit vagabondait entre le présent et le passé, elle fut entendue murmurant « Merci, Émilie, merci de m'avoir sauvée ». Julien Mercier mourut en 1938, à 54 ans seulement, d'une crise cardiaque dans son bureau du journal, entouré de dossiers d'enquête non résolus. Son dernier article, publié à titre posthume, était une réflexion sur la nature du mal. Était-il inné ou créé, héréditaire ou environnemental? Il concluait qu'il ne le saurait jamais, que peut-être personne ne le saurait jamais, mais que cela ne nous dispensait pas de lutter contre lui sous toutes ses formes. Les carnets originaux de Vallier furent conservés aux archives judiciaires de Genève, sous clé, accessible uniquement aux chercheurs avec une autorisation spéciale. Il reste, jusqu'à aujourd'hui, un témoignage glaçant de la capacité de l'esprit humain à justifier l'injustifiable, à rationaliser l'irrationnel, à transformer la curiosité scientifique en sadisme méthodique. L'histoire d'Antoine Vallier sert d'avertissement. Elle nous rappelle que les monstres ne portent pas toujours des masques grotesques. Parfois, ils portent des blouses blanches et des sourires charmants. Elle nous rappelle que le progrès sans éthique est non seulement inutile mais dangereux, que la fin ne justifie jamais les moyens lorsque ces moyens impliquent la souffrance et la mort d'innocents. Elle nous rappelle aussi le courage extraordinaire de femmes comme Émilie Beaumont, qui, malgré sa complicité involontaire, a finalement trouvé la force de briser le silence, de risquer sa propre vie pour en sauver d'autres. Son histoire est celle de la rédemption, imparfaite et douloureuse, mais rédemption quand même. En 1904, dans les rues enneigées de Genève, un monstre avait été démasqué. Mais combien d'autres se cachent encore derrière des façades respectables, attendant leur moment, justifiant leurs pulsions avec des rationalisations élaborées? Combien de secrets sont encore enfouis dans les sous-sols oubliés de nos institutions, dans les coins sombres de l'âme humaine? L'histoire du docteur Antoine Vallier, le médecin de la mort, nous force à affronter ces questions inconfortables. Et dans ce miroir sombre, nous voyons non seulement les profondeurs auxquelles l'humanité peut sombrer, mais aussi les hauteurs de courage et de sacrifice auxquelles elle peut s'élever. Les victimes de Vallier ne sont plus avec nous, mais leur mémoire persiste. Dans les archives poussiéreuses, dans les témoignages préservés, dans les leçons que nous continuons à tirer de cette tragédie. Elles ne sont pas mortes en vain si nous nous souvenons, si nous restons vigilants, si nous refusons de laisser l'ambition, le prestige ou la science devenir des prétextes pour la cruauté. Alors que le soleil se couche sur le lac Léman, projetant des reflets dorés sur ses eaux tranquilles, on peut presque entendre les échos de ce passé tragique. Les fantômes de ces femmes, arrachées à la vie par l'ambition démesurée d'un seul homme, planent encore sur la ville. Elles nous rappellent que la vigilance éternelle est le prix de la sécurité, que la compassion doit toujours tempérer l'ambition, et que dans la lutte entre la lumière et l'obscurité, entre l'humanité et la monstruosité, nous devons choisir notre camp chaque jour, dans chaque décision, grande ou petite. Car si nous ne le faisons pas, si nous laissons l'indifférence ou la complaisance guider nos actions, alors les ombres grandiront, et d'autres Valliers émergea, cachés derrière des masques de respectabilité, prêts à sacrifier les innocents sur l'autel de leur ambition dévorante. L'histoire du médecin de la mort se termine ici,
mais les leçons qu'elle enseigne restent éternellement pertinentes. Dans chaque génération, dans chaque société, le combat entre le bien et le mal se rejoue. Et dans ce combat, nous sommes tous appelés à prendre position, à avoir le courage d'Émilie Beaumont, de parler même quand c'est terrifiant, d'agir même quand c'est coûteux. Car au final, c'est dans ces moments de choix moral que se définit notre véritable humanité. Serons-nous des complices silencieux ou des voix courageuses pour la justice? L'histoire attend notre réponse, et les fantômes des victimes de Valier nous observent, espérant que leur sacrifice n'aura pas été vain. Qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère? Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.